Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Écoutez Howdy Mavs sur la plateforme audio préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission, mais aussi pour échanger avec nous et nous poser toutes les questions que vous avez en tête. D'ailleurs, cette émission va être entièrement dédiée à vos questions. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup sur YouTube, mais vous avez utilisé le compte Twitter de notre ami Quentin, Dallas Mavs FR, pour nous envoyer plein de questions. On va y répondre aujourd'hui. D'ailleurs, on va commencer par une question de Jinko Sama 971 qui nous demande comment ça va. Alors les gars, comment allez-vous ? Moi, ça va bien. Encore mieux le fait que tu aies dit Twitter et pas X. Ça sera jamais Twitter, donc ça fait du bien de commencer comme ça. Et sinon, de manière globale, on commence à se faire un petit peu à l'idée que de notre saison est à peu près, plus ou moins, je sais pas trop, terminée. Donc bon, ça va mieux, de mieux en mieux. À chaque fois qu'on se revoit, ça va un petit peu mieux que la dernière fois, et c'est l'important. Et toi, Nico, comment tu vas ? Moi, je vais très bien. Je suis content de faire la 33e émission. Tout de même, 33e émission, un numéro symbolique dans le basket. Je vous laisse penser à plein de joueurs qui portaient le numéro 33. Donc ouais, je suis ravi de vous retrouver. Et puis c'est cool d'avoir autant de questions malgré les difficultés des Mavs au classement et cette saison quand même qui est pas la plus jolie. C'est cool de voir qu'il y a encore de la passion. Même si on a perdu en chemin, il y a encore de la passion. Alors, on enregistre cette émission le 27 mars. Et toi, Barnes, ça va, toi ? Tu nous as pas dit. Ouais, moi ça va. Je fais un peu d'une pause là en NBA. Là, depuis la blessure de Kyrie Irving, je vais être honnête avec vous, j'ai un peu décroché. Je me consacre à d'autres choses. Ça fait du bien. Mais là, mon intérêt reprend un petit peu. On va en parler, je pense, dans cette émission. Non, je disais que on enregistre cette émission le 27 mars. Donc là, les Mavs sont toujours hors du play-in, hein. Ils sont 11e à l'ouest, ils sont 12e au classement pour aller chercher le premier tour, le premier pick de la draft, et ils n'ont pas encore joué le match contre Orlando. D'ailleurs, ce match va commencer dans pas longtemps, donc on enregistre pendant le match. Ça va être la première fois qu'on fait ça. Donc sachez qu'on vient de voir la défaite de Dallas contre New York. C'était il y a 2 jours, donc voilà. Bon, alors on va commencer tout de suite avec des questions de nos auditeurs. On va commencer par des questions qui concernent cette saison. Alors, une petite session technique, Quentin, parce que moi j'avais la même question que je voulais te poser. C'est est-ce qu'une équipe de saison régulière qui n'arrive pas à faire les playoffs fera-t-elle partie de la loterie ? Non, alors je recommence, pardon. Est-ce qu'une équipe de régulière qui n'arrive pas à faire qui fait les playoffs peut faire partie de la loterie? Donc, imaginons que les Mavericks sont dans la loterie au classement, mais ils font les playoffs. Est-ce qu'ils font quand même partie de la loterie? Alors, la question est un peu confuse, mais je crois que j'ai compris, parce qu'effectivement, des fois, on peut avoir des franchises qui sont qualifiées, par exemple, à l'Est, vu que l'Est, c'est la Ligue 2, qui sont 8e à l'Est, avec un bilan bien moins bon que, par exemple, le 9e ou le 10e de l'Ouest. Mais la réponse est très simple. La loterie, c'est pour les équipes qui ne participent pas aux playoffs. Donc, on va prendre les 14 moins bons parmi ceux qui ne sont pas en play-off. Donc ça, c'est même encore compliqué depuis qu'il y a le système de play-in, parce qu'aujourd'hui, un bilan numéro 10 peut très bien, au final, faire partie des play-offs. Et dans ces cas-là, on en discutera dans d'autres play-offs approchant la fin de saison, mais ça pourrait nous avantager. Imaginons que le 10e de l'Est et le 10e de l'Ouest, qui a un moins bon bilan que nous, au final arrive à se qualifier en play-off, le 10e de l'Est, et ben nous, ça nous ferait gagner une place, vous voyez, à la loterie, parce que du coup, il sortirait automatiquement de la loterie si le 10e de l'Est, donc je crois que c'est Chicago aujourd'hui, par exemple, les Bulls ont un moins bon bilan que nous. Donc, ils sont devant nous à la loterie, mais s'ils viennent à se qualifier en play-off, ils sortiront de la loterie, ça nous fera gagner une place. Donc voilà, ça, on s'y intéressera plus quand la saison va venir, mais pour répondre, c'est très binaire, play-off égale pas de loterie, c'est aussi simple que ça. Ok, donc on peut essayer d'aller faire le play-in et puis quand même aller à la loterie. Ça marche, hein. C'est play-off, pas le play-in. Exactement. Ok, allez, une autre question de Elias Siman. Alors, cette question, je vais te la poser à toi en premier, Nico. Est-ce que ça serait une erreur de tout faire pour aller en play-off cette saison, du coup ?
Alors, une erreur, non. Une erreur, non. Moi, à choisir aujourd'hui la situation dans laquelle on est avec Irving blessé et pas mal d'autres joueurs blessés, j'ai rejoint la team tanking, même si j'aime pas cette hypothèse-là. C'est à mon avis, si on est très cynique, la meilleure stratégie. Après, si l'équipe arrache le play-in et se retrouve à la 10e place, bah écoute, on va les jouer les matchs. C'est juste que en étant aussi diminué, je pense qu'on a quand même, ça va être compliqué de passer des tours. Mais ne serait-ce que le premier match. Mais c'est pas une erreur en fait. C'est juste que on a envie de partir en vacances plus tôt, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et surtout de choisir à avoir un pic de draft plus tôt. Mais du coup, Nico, depuis la blessure de Kyrie Irving, les Mavs ont gagné 3 matchs, on a perdu 9, donc ils ont été pas mal au niveau du tanking. Et pourtant, quand je regarde le classement sur Tankathon, là, on est encore 12e, on est à égalité avec Phoenix, donc on n'a pas vraiment avancé dans le classement. Et Bah à ce oui, parce niveau-là, que moi, ça me déprime un peu finalement. Je me dis, allez, quitte à rester dans ce ventre mou là, allons-y, essayons de jouer les matchs. C'est quand même plus sympa de regarder une équipe qui joue pour la gagne que d'espérer des défaites. moi, je suis pas un mec fondamentalement cynique, donc à la base, t'as quand même plutôt envie de gagner des matchs que les perdre. Et après, pour répondre à ta question de pourquoi c'est assez stable, déjà parce que c'est comme la fin de saison. Il y a quand même 82 matchs, mais on a joué un sacré paquet. On a joué à peu près 70 maintenant. Et que bah en face, ça gagne pas beaucoup non plus. Hein. Mine de rien, Phoenix, je veux dire, c'est pas non plus, ils enchaînent pas les victoires. Ils en ont arraché une là, mais c'est quand même, t'es quand même sur la deuxième partie de la conférence Ouest. Donc on est sur des équipes qui gagnent pas beaucoup de matchs. Ouais, et en plus, donc quand Dallas, imaginons que Dallas fasse le play-in, qui joue une équipe comme, je sais pas moi, Sacramento, bah non, du coup, oui, Sacramento ou Phoenix, ils ont des chances de passer, non? Bah, surtout que c'est en un match, donc les choses peuvent aller vite. Après, faut pas oublier qu'on a deux matchs à gagner si on finit 9 ou 10. Et de toute façon, il y a déjà un gros écart entre 7, 8 et 9, 10. Donc en fait, si on fait le play-in, on est forcément 9, 10. Donc c'est-à-dire qu'il faut gagner deux matchs de play-in pour aller en play-off. Et la raison pour laquelle, pour moi, il faut absolument pas y aller, c'est que quand tu finis 9 ou 10, dans tous les cas, tu affrontes le premier. Et affronter le Thunder sans Kyrie Irving, ben moi, ça me dit, enfin, je vois pas l'intérêt. Ça aurait été n'importe quelle autre franchise. Je suis prêt à dire, sans Kyrie, pourquoi pas. On va peut-être en gagner deux. Sur un malentendu, tu peux en gagner trois. Tu peux faire un vrai truc. Mais face au Thunder, honnêtement, je nous vois vraiment en prendre un grand maximum sur un malentendu, sur un AD game, tu vois. Mais je vois surtout pas l'intérêt vraiment d'y aller. Sachant que si tu fais les playoffs, tu passes à un pic genre 17, alors que si tu les fais pas, bah, tu peux avoir un pic 11, 10, voire avec un coup de chance, un top 4. Donc, pour moi, répondre à la question d'Elias, oui, ça serait une erreur de tout faire pour aller en playoff. Après, je comprends totalement le fait que c'est un peu contre nature de ne pas chercher à gagner. Mais voilà, c'est pour on cherche le mieux pour le long terme, quoi. Un peu ce qui s'est passé, souvenez-vous, en 2023. Mais c'est sûr que ça fait chier d'avoir cette conversation maintenant quand on voit où on en était il y a plusieurs mois, mais j'avoue, quoi, j'essaie d'être pragmatique là-dessus. Bon, alors du coup, je pose la question. D'ailleurs, c'est ma question. C'est l'auditeur Barn qui pose la question. Du coup, Quentin, est-ce que tu es pour ou contre le retour d'Anthony Davis, puisque là, il va jouer encore une fois ce soir là contre Orlando. Ben, merci de nous écouter, Barn, déjà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Non, globalement, je suis quand même pour son retour. Il faut pas non plus faut pas froisser notre nouveau co-franchise player, tu vois. Donc, c'est bien qu'on le fasse revenir. C'est bien qu'on ait pris notre temps. Comme je l'avais dit dans le précédent podcast, je pense qu'il aurait pu revenir avant. Donc là, on le fait revenir. On le fait jouer sur des minutes assez limitées. Là, il était sur 28 minutes. J'étais même assez étonné. Et puis, on le fait pas jouer les back-to-back, etc. En essayant voilà de pas, enfin les Suns vont rester en play, je pense, parce qu'ils n'ont pas de pic de draft. Donc voilà, je suis quand même globalement plutôt pour qu'ils se remettent un petit peu en jambes et qu'on parte du bon pied avec lui. Lui a envie de jouer, c'est sûr à 100% qu'il a envie de retourner sur les terrains. Donc c'est très important de prendre soin aussi de notre futur. C'est tout simplement. Donc je suis quand même pour son retour, que ça soit fait dans des conditions de tanking. Et les Live League à Ford, retour aussi? Ben, pareil, tu vois, je suis pour leur retour, mais en fait, on va tellement prendre notre temps avec que tu vas voir que le mi-avril, il sera bientôt là. Donc, bon, peut-être qu'ils vont revenir d'ici là, mais ça sera que pour quelques matchs.
Mais bon, c'est pas, ils ont pas le statut d'Anthony Davis. C'est plus facile d'aller dire à un Lively ou d'aller dire à un Gafford, bon, mon gars, ta saison est terminée. Davis, non, ça serait pas bon. Donc, on est quand même sur un autre statut voilà, pour Anthony Davis. Donc, c'est bien qu'on les fait revenir, je pense. Ok, une question de Sam. On va essayer de l'aider. Sam, il a l'air déprimé. Nico, comment retrouver la passion avec cette saison, mais horrible là, des Mavs? Faut pas être déprimé, Sam, hein. Sans déconner. C'est dur, on a compris. Non, bah moi, je vais répéter ce que je disais sur les derniers épisodes. Il faut aller de l'avant, en fait. Faut regarder les baskets. Je sais que ça fait mal au cœur, machin, mais comme notre ami Quentin, je le sens quand même plus enjoué progressivement semaine après semaine. Malgré tout, même s'il fait un peu grincheux de temps en temps, il est quand même plus positif. Donc je suis convaincu que regarder des matchs, regarder les autres joueurs de l'effectif, et réfléchir aussi à comment ça va évoluer l'année prochaine, ça va venir progressivement. Donc je sais l'attachement, et je le partageais, qu'il y a avec Luka Doncic et la big picture évidemment qu'elle est avec, mais je peux pas m'empêcher quand même moi comme de prendre du plaisir à mater les matchs et à me projeter aussi sur l'année prochaine, peu importe comment on finit. Donc il y a plein de trucs qui vont évoluer dans la NBA et je suis sûr qu'il y a plein de raisons de continuer à mater les Mavs. Moi en tout cas j'en vois plein. Et toi, Quentin, tu vas la retrouver la passion cette année ou il va falloir encore peut-être attendre l'année prochaine? Non, ouais, non. Cette année, non, c'est sûr que non. Mais je pense que justement, c'est le bon moment pour beaucoup de fans, moi y compris, pour mieux retrouver la passion, de s'en éloigner aussi un moment. Et c'est le bon moment maintenant de s'en éloigner, donc de plus trop, enfin pour moi en tout cas, de vraiment plus trop regarder les matchs. On se connectera pour la loterie, évidemment, ça va être le moment le plus important. Et puis, ce qui va faire, je pense, revenir à la passion, c'est aussi tout simplement le joueur exceptionnel qu'est Kyrie Irving. Il faut pas se mentir, on s'est tous vraiment attachés émotionnellement au joueur, mais aussi à l'humain. Et le fait l'attente de son retour, je pense, va vraiment aussi beaucoup nous donner envie de le revoir en novembre prochain. Le temps va passer, genre ils vont à peu près se passer 6 mois avant que, ouais c'est ça, 6 mois avant que, même plus, avant que la nouvelle saison commence. Et je pense que ce temps-là, ça sera quelque chose de bon pour tous les fans, pour éventuellement que la passion revienne. Je pense qu'il y en a pour lesquels elle reviendra pas, parce que le coup a été trop puissant. Mais je pense que pour la majorité, voilà, on va arriver à un petit peu retomber sur nos pattes grâce en fait aux joueurs qui sont encore là et qu'on adore. Donc j'ai cité Kyrie, mais je pourrais aussi citer Derek Lively, qui est immensément adoré par toute la franchise, ou PJ Washington, que les gens adorent. Donc voilà, et puis quelque chose qui aidera aussi, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Je pense aussi que quand Nico Harrison ne sera plus dans la franchise, la passion reviendra plus facilement. Et enfin, si on a un gros coup de chance à la loterie, je pense que ça pourrait tous nous aider à retrouver la passion plus facilement, parce qu'on aurait un nouveau joueur dans lequel s'investir émotionnellement à fond. Donc voilà, question très générique, mais question, je pense, très intéressante, parce qu'on est tous un petit peu plus ou moins dans ta situation, Sam. C'est marrant, Quentin, tu cites même pas Anthony Davis en fait. Je pense Ah oui. que on va forcément, quand il aura un peu enchaîné les matchs, on va forcément s'attacher à Anthony Davis et le joueur extraordinaire qu'il peut être. Je sais que c'est nouveau, mais j'ai aucun doute, personne n'a doute sur son talent, mais quand il va enchaîner les succès, les superbes actions et tout, on va se rendre compte, on le sait déjà, mais on va le voir et s'attacher au joueur exceptionnel qu'est Anthony Davis. Ça va venir. Les liens d'émotion avec Anthony Davis, j'en doute pas une seule seconde, moi, hein. Juste Ah une mais question. c'est sûr. C'est sûr, mais il y a le fait que, enfin là, le côté passion, je pense, c'était plus vraiment par rapport aux émotions et se rattacher aux émotions qu'on avait déjà. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas pour moi, il n'y a pas d'émotion envers Anthony Davis, et j'espère qu'effectivement elles vont arriver. Mais je me mets plus enfin, je pense que Sam, ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qui nous permet encore de nous rattacher. Et voilà, c'est pour ça que j'ai cité d'autres joueurs, mais le cas AD, ouais, est un petit peu à part. Mais je pense qu'on va aussi très vite apprendre à l'aimer, effectivement, pour son talent. Et c'est vraiment dommage que cette fin de saison qui fasse qu'on ne puisse pas s'y investir à fond. Alors justement, les joueurs actuels des Mavs, à votre avis, lesquels faut-il absolument re-signer? C'est une question de X-Square. Quentin. Alors, le X-Square. Bon, déjà, dédicace, parce que bon, je vois très bien qui c'est, le phénomène, Thomas, et qu'il n'y avait pas qu'une question. Mais bon, pour répondre à la question, on avait parlé déjà dans le podcast précédent, quand on parlait un petit peu des questions, tu sais, des meneurs qui pourraient nous aider à remplacer Irving.
Nous, on a 2 meneurs qui arrivent en fin de contrat. Enfin, oui, Dinwiddie, donc contrat d'1 an, et Exum qu'on avait signé pour 2 ans. Les deux, on les avait signés à rien du tout, c'est-à-dire 3 millions. Pour moi, c'est très important qu'on arrive à les re-signer. De 1, parce qu'on va jouer sans Kyrie Irving pendant peut-être plusieurs semaines en début de saison. Que malgré à quel point on a pas beaucoup parlé, Dinwiddie nous énerve très souvent, mais il peut aussi quand même bien aider dans le fait qu'on n'a personne à la main. Et pareil pour Exum qui a montré, même si l'âge maintenant commence à arriver pour lui, il peut montrer des très belles fulgurances à la main. C'est des mecs qui sont déjà dans le système, et des fois, c'est un luxe d'avoir des joueurs où tu sais qu'ils peuvent plus ou moins fonctionner avec toi, par rapport à d'autres joueurs où tu vas les chercher, mais tu sais pas exactement si ils pourraient s'intégrer au système. Donc Jack, le plus important, c'est re-signer un des deux joueurs, si ce n'est les deux. Après, de toute façon, les autres joueurs sont plus ou moins tous Sous contrat. En contrat. Il y a le cas Irving, mais le Irving qui a une player option, j'ai fait exprès de le mettre de côté, parce que bon, ça serait trop simple de dire prolonger Irving, tu vois. Ce qui est le cas, mais voilà. Après, il y a Dwight Powell. Je sais pas trop ce qu'il va faire, mais c'est moins important sportivement de le garder, surtout maintenant qu'on a Anthony. Ouais, Kyrie Irving, du coup, Nico, contrat max ou pas? Parce qu'on va devoir quand même le re-signer, mais il peut avoir son contrat max. Ça, c'est une question de Nerdros42. Juste avant de répondre à cette question de Nerdros42, qui nous envoie régulièrement des questions, donc on le salue. Juste un truc. Exum, il a 29 ans. Hein. Je sais qu'on a l'impression qu'il est vieux et qu'il est tout pété. Il a que 29 ans. T'as raison. Et Dinwiddie, il en a 31. Donc, je sais qu'on le sent déclinant physiquement, l'ami Exum, mais il a encore normalement il y a de l'essence dans le réservoir, normalement, notre ami Dante Exum. Hein. C'est juste physiquement, je ne sais pas dans quel état il va vraiment finir, mais bref, juste pour ajouter ça. Ensuite, pour Kyrie Irving, alors je vais mettre la casquette du mec très cynique là, pendant quelques secondes. Et moi qui suis adorateur de Kyrie Irving. Contre Amax, je pense pas en fait. Je pense pas pour une raison très simple, qui est à mon avis associée à sa blessure. Et je doute qu'il lui file le max pour un joueur qui va être absent pendant 10 mois. Donc je suis pas aux finances des Mavs. Quentin est un bien meilleur financier que moi. Je le vois plutôt à mon avis sur un contrat, sûrement pas un contrat sur 2 ans, peut-être plus long, mais à mon avis pas au max. Hein. Ça me surprendrait qu'il lui file le max. En fait, il y a deux choses quand on parle de contrat max. Il y a la durée, il y a le montant. Souvent, en fait, on associe les deux et on pense à contrat max égale le fameux soit contrat de 4 ans si vous signez dans une nouvelle franchise, soit contrat de 5 ans si vous re-signez dans la franchise dans laquelle vous êtes. Et ça, pour moi, c'est sûr que non, on va pas donner un contrat de 5 ans à Irving qui est trop vieux et qui vient d'avoir une blessure importante. Par contre, en se mettant dans la logique de Nico Harrison, qui est le fameux win now dans les années Anthony Davis, Kyrie Irving, ça me paraîtrait pas déconnant de mettre un montant max, mais sur une durée qui en fait coïncide avec le contrat restant d'Anthony Davis. Donc on partirait, je sais pas, sur un 2 ans plus une option, plus une 3e année en option, quelque chose comme ça. Ça me paraîtrait moins déconnant. En mode, bon, Kyrie, maintenant c'est toi qui es les clés du camion, on te fait confiance vu qu'on a viré Luka. C'est toi en qui on a confiance, donc on va récompenser de confiance avec un montant maximum, mais certainement pas sur une durée de 5 ans. Ça pourrait se transformer en contrat trop compliqué dans 3-4 ans si la santé vraiment se décline, même si je n'y crois pas avec Kyrie. Donc voilà, maximum sur l'argent, ça me dérangerait pas, vu que de toute façon nos finances sont déjà très très hautes. Évidemment, on n'espère pas, mais ça me dérangerait pas si la durée du contrat est courte. Donc voilà, si on le surpaye, pas trop de soucis, mais par contre, faut pas le signer sur 5 ans. Ça serait trop prendre de risques. Il y a que vraiment les Warriors qui avaient fait ça avec Stephen Curry parce que il lui devait bien ça, tu vois, pour un joueur de cet âge-là, même s'il n'a pas 38 ans non plus, hein, l'ami Curry. Mais donc voilà mon avis là-dessus. Sachant que, juste rajoute un mini truc, en fait, qu'on le signe au max ou qu'on le signe à 80% du max, dans tous les cas, on est au-dessus du salary cap, hein, donc on pourra pas signer des free agents dans tous les cas avec du cap, vu qu'il est déjà déglingué. Donc, tant qu'on y est, tu vois, c'est pour ça que ça me dérange pas sur l'année à venir et l'année d'après, peut-être, de filer un max d'un point de vue du montant à Irving. Ok, allez, une dernière question là sur les joueurs des Mavs actuels. C'est une question de Kev en PLS qui nous demande si on peut espérer
que Lively continue sa progression fulgurante après sa blessure, avec l'absence d'un créateur élite. En gros, c'est de savoir s'il va pouvoir retrouver son niveau sans un Luka et sans un Kyrie la saison prochaine. Ça, c'est pour Quentin. Non, je ne pense pas. Pour répondre, enfin, très simplement à la question, il y a le mot progression fulgurante. Donc, tout simplement non. Sans Luka et avec le début sans Kyrie et la progression fulgurante, non. Mais aussi très simplement parce que quand tu fais une progression fulgurante, tu vas d'un niveau A à un niveau B. Tu peux pas non plus après continuer à avancer à l'infini. Il a déjà un très bon niveau Derek Lively. Je pense qu'il a déjà un niveau qu'on n'osait pas imaginer quand on l'a drafté. Et on est très content qu'il soit à ce niveau. Donc s'il revient déjà au niveau qu'il avait quand il est parti, c'est déjà une très bonne chose. Il peut évidemment encore s'améliorer avec les années à venir. Il est très 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 jeune. Mais je pense qu'on a quand même vu la plus grande partie de sa progression en tant que joueur dans son début de carrière. Donc il va rester quand même c'est plus un créateur élite comme Luka, mais il va rester avec un très bon créateur qui est Kyrie Irving. Ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point il va réussir à développer un peu son jeu pour s'affirmer un peu plus dans un système où effectivement des fois il s'effaçait un peu au profit de Kyrie et de Luka en mettant juste vous savez sa verticalité en tant que danger à l'intérieur. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il peut faire évoluer son jeu pour proposer un peu plus d'options en attaque. Parce qu'après le reste, je pense qu'il a déjà un très bon bagage qu'il faut juste améliorer, mais il a déjà des très bonnes bases. Bon, pour compléter ce que tu décris, Quentin, je pense que cette troisième saison pour Lively, il va être pour moi quand même une forme de virage, parce qu'il a quand même été bien freiné là sur sa deuxième saison à cause de ses sales blessures, avec un S. Et aussi, à mon avis, quand même, de la restructuration de l'équipe avec Anthony Davis qui va jouer 4, mais qui peut aussi jouer 5. Totalement. Plus l'intérim quand même de grand talent de Daniel Gafford. Il y a une vraie question, je ne veux pas trop anticiper sur les trades, mais il y a quand même une vraie question, il y a une forme, je dirais pas que c'est un embouteillage, mais il y a beaucoup de joueurs de talent sur le poste 5. Et on a quand même l'impression qu'il y a d'autres postes de l'équipe qui sont beaucoup plus faibles. Donc je m'interroge sur ce qui va se passer du coup dans cet effectif-là. Est-ce qu'ils vont vraiment garder, pour moi, ce qui est un peu un luxe de dire Gafford, Lively, Anthony Davis, je garde les 3 l'année prochaine, ou pas? J'imagine pas du tout un départ de Lively, pour toutes les raisons que tu as pu décrire, comme il est adoré, le potentiel, le machin, le truc. Par contre, Tonton Dan, là, j'avoue qu'en termes d'assets intéressants pour un trade potentiel, il se place, à mon avis, à la première place. Bon, alors justement, Spicy Mustard nous demande, est-ce que la blessure longue durée de Kyrie Irving va pousser les Mavs à utiliser Gafford comme asset pour se renforcer à l'arrière? Je trouve ça incroyable que tu aies dit qu'il y ait embouteillage chez les Mavs au poste 5. Ça m'a fait réagir là. Bon, mais est-ce que Gafford, du coup, c'est un asset? Je suis habitué à l'inverse. Il est balèze, Spicy Mustard, il est carrément dans ma tête là. Il a les mêmes idées que moi, c'est spectaculaire. Mais en tout cas, pour répondre au truc, ouais, embouteillage, c'est relatif. Mais ouais, il y a beaucoup de joueurs de talent dans une NBA qui est quand même en recherche quand même de pivots de premier plan. Plein d'équipes qui n'en ont pas un seul. Je trouve que ouais, on a beaucoup de talent sur les postes 4 et 5. Donc, on a des gros gaps, je pense, sur les lignes arrière. Donc, pour ça que je dis pas que c'est le choix que je veux faire, mais ça va être une vraie question. Puis après, il y a aussi un moment d'argent aussi. Il y a un moment, on va pas payer. Lively, ça va, il est dans son contrat rookie. Il y a un moment, il va falloir sortir le chéquier. Et Gafford, je pense qu'il est quand même bien upgradé par rapport au relatif anonyme qui est arrivé à Dallas. Je dis relatif anonyme quand il est arrivé de Washington. Il y a un moment, il va falloir sortir le carnet de chèques pour tout ça. Et je pense qu'il n'y aura pas d'argent pour tout le monde. Voilà, toi aussi, Quentin, tu vois Gafford partir cet été dans un trade? Effectivement, je vois un départ, je pense, parce qu'il y a un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur à Dallas. Mais j'essaie de me projeter, en fait, même une fois que la saison, que Kyrie sera revenu, j'essaie de me projeter dans une équipe en bonne santé, c'est-à-dire avec tous les joueurs qui sont là. Comme a dit Nico, il va avoir un tournant très important parce que pour Lively ou pour Gafford, il va falloir apprendre à jouer, qui eux sont des vrais 5. Ils peuvent pas jouer 4, les deux. On va avoir Anthony Davis qu'on va faire jouer de longues minutes, c'est normal, c'est notre meilleur joueur probablement.
bah, tu vas te dire, bon, ben, les minutes, on les donne à qui, comment? Et en fait, je pense que la logique veut que pour obtenir le meilleur effectif possible, on va aller chercher un joueur au poste 2 ou poste 3 pour en fait compléter cet effectif. Mais là où je suis pas forcément d'accord avec Nico de Audi Mavs, parce que parce que Nico Harrison est un gros taré, c'est que ça ne m'étonnerait pas que notre deuxième meilleur asset, enfin le meilleur asset de l'équipe, c'est Anthony Davis. Le deuxième meilleur asset, pour moi, c'est Derek Lively. Même voire encore mieux que Kyrie, parce que Derek est très très jeune, il a encore le contrat, etc. S'il y a une très très belle proposition sur la table, euh, Nico Harrison, le roi des cyniques, ce serait pas étonnant qu'il puisse envoyer Derek Lively dans le deal, hein, pour obtenir un très grand joueur en, en complément, enfin en retour, pardon, pour avoir un Kyrie plus un autre très bon joueur et Anthony Davis. Et du coup, après, tu restes avec Daniel Gafford en poste 5 quand Anthony Davis joue 4. Évidemment que c'est pas ce que je veux et que la valeur de Gafford et de Lively n'a rien à voir. Lively vaut bien plus qu'un Gafford. Mais je dis juste que ce scénario, pour moi, n'est pas impossible. Après, la logique, effectivement, voudrait qu'on cherche plutôt à trader Gafford et nos pics pour un joueur plutôt que Lively. Mais c'est juste que euh, ce que tu récupères n'a rien à voir si tu envoies Derek ou si tu envoies un Gafford. Mais oui, de manière générale, il y a un tel déséquilibre dans une équipe où tu as Davis qui peut quand même jouer 5 et qui est très bon poste 5, que ça semble assez logique que les Mavs trade leur pick, mais que Kyrie soit blessé ou pas. En fait, c'est ça qui est important à se dire. Ah ouais, clairement. S'il avait été blessé ou pas, faut bien dire que Kyrie va revenir, la saison a recommencé depuis peut-être un mois, 2 mois. Donc, c'est pas le big picture, quoi, tu vois. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il y aura trade, effectivement, pour équilibrer l'effectif. Et justement, une question de Rookie Mavs qui nous dit, au vu du bon niveau de Kai Jones, donc Kai Jones, c'est un joueur qui a signé très récemment au Mavericks, peut-il être un bon remplaçant de Gafford, qui est notre seul vrai asset pour trouver un meneur? Donc en gros, est-ce que Kai Jones pourrait justement être ce poste 5 remplaçant? Quentin, t'as regardé un peu Kai? Oui, j'ai regardé les highlights et là, le dernier match, j'ai regardé Brooklyn en entier. Mais en fait, ça serait quand même assez irrespectueux, je pense, pour Gafford et le taf incroyable qu'il a fait depuis qu'il est à Dallas, de dire que Kai Jones pourrait quand même le remplacer. Donc, globalement, je pense que non. Ça ne change rien. Par contre, le fait que ce que propose Kai Jones chez nous depuis qu'il est arrivé est assez intéressant. Je pense qu'il y aura un vrai sujet sur est-ce qu'on peut essayer de se débrouiller pour le garder avec un très petit contrat, parce que quand ton équipe a des blessés ou quoi, on dirait que il peut apporter. Et ça, c'est quand même un très bon point. Par contre, pour moi, on n'est pas on n'est pas dans les mêmes proportions de ce que Gafford apporte. Mais pour ça, il faudrait, tu sais, qu'on puisse voir Kai Jones dans un vrai effectif, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans un effectif qui est quand même bien décimé. Donc, logiquement, on le voit beaucoup. Euh, donc, compliqué pour moi de répondre à cette question. J'aurais quand même envie de te dire non, parce que Gafford, on sait ce qu'il apporte et il apporte quand même pas mal Peut-être dans cette peut-être équipe. plutôt pour remplacer Dwight Powell. Oui, voilà, dans ce cas-là, oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, Kai Jones apporte plus sportivement que Powell, hein. Euh, Si on peut le garder, Jones, ça sera toujours intéressant si c'est un petit montant de ce qu'il nous a montré là sur ces quelques matchs. C'est quand même un joueur qui sportivement a apporté. La question, elles sont dans sa tête parce qu'il s'y passe des choses bizarres depuis qu'il est en NBA dans ses choix. Donc je sais pas à quel point il est stable mentalement, tu vois. C'est plus ça la question. En tout cas, Dallas, c'est plutôt satisfaisant ce qu'il propose. Mais remplaçant de Gafford, ça serait un remplaçant de Wish, quoi. J'ai envie de te dire que le meilleur remplaçant de Gafford, en fait, ça serait d'augmenter les minutes de Derek Lively, quoi. Tu vois. Mm. C'est ce qui va C'est, forcément se passer. Enfin, j'imagine pas ben, d'autre scénario. Honnêtement, déjà qu'il y avait embouteillage et j'imaginais pas qu'on garde Kai Jones. Si on garde Kai Jones, c'est plus un embouteillage. Là, c'est le périph' parisien à 18h. Hein. Ça tient pas du tout, là. Après, Kai Jones, je le trouve très intéressant offensivement, avec aucun déchet, grosse réussite, grosse verticalité. Bon, par contre, défensivement, c'est pas le protecteur de cercle de très haut niveau qu'est Daniel Gafford, hein. Il y a quand même un vrai écart à ce niveau-là et je ne peux que être d'accord sur le côté de la stabilité mentale de Kai Jones, qui est quand même un joueur à très très haut potentiel et qui pour l'instant a complètement flingué sa carrière NBA.
après avoir été un bon choix et avoir fait un très bon passage à l'université. Et il était d'ailleurs au Texas puisqu'il était à Austin. Donc curieux de voir, et effectivement j'ai l'impression que là il est à la période de rédemption. Là. Il nous montre que je suis un joueur NBA, gardez-moi les amis, j'ai envie de rester. Mais je sais pas s'il a tapé à la bonne porte, hein. Il y a déjà trop de monde mon ami. Hein. La soirée est complète monsieur, il va falloir revenir samedi prochain. C'est ça. On lui proposera un petit contrat minimum, je pense, mais il y aura pas, en l'état, je pense qu'il y aura pas plus que ça qu'on pourra lui proposer. Mais au moins, je pense qu'il y aura quand même des équipes cet été qui voudront bien lui filer un petit contrat, un peu plus que le minimum, avec ce qu'il a proposé en tout cas à Dallas. C'est bien. Donc, on lui souhaite en tout cas de continuer à garder un peu de stabilité comme ça pour qu'il puisse continuer sa carrière. C'est vrai qu'il a un potentiel sympa. Bon, alors les gars, je le disais en intro, les Mavs sont 12e au classement des pires équipes qui vont aller chercher le premier pic de draft 2025. Et donc, la question, c'est Rookie Mavs qui nous l'envoie également. Est-ce que vous pensez que les Mavs vont trader leur pic? Il a quand même une belle valeur, ce pic. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'ils vont le trader? Obligatoire? Moi, je pense qu'ils vont trader, ouais. C'est pas ce que le choix que je ferais, mais je pense qu'ils vont trader parce que dans la logique win now, je pense que tu vas pas prendre le temps de faire grandir un joueur, pendant 2, 3 ans. Ils sont quand même sur une fenêtre malheureusement très courte là. Et que pour avoir, du coup, pour renforcer un peu l'équipe, ce pic, il a une valeur, comme tu l'as dit, et c'est un asset intéressant qui peut plaire à pas mal d'équipes. Donc je serais pas très étonné qu'il le trade. C'est pas ce que je ferais parce que moi j'aimerais bien l'idée un peu de reconstruire, d'apporter du sang neuf. C'est plus celle que je prendrais. Après, la grande question aussi, c'est on va avoir quel niveau de pic quoi. Quand les petites boules magiques là, elles vont sortir, on va voir notre niveau de pic. Le choix peut différer. Si on a une chance incroyable et qu'on se retrouve dans le top 3, je sais pas, ça sera la même histoire. Ouais, si on gagne, enfin, si on monte à la loterie, donc si on finit dans le top 4, je pense qu'on garde le pic. Euh, Parce qu'il y a quand même enfin, parlons pas d'une pic 1. Si on est 1, c'est sûr qu'on garde le pic. Il y a pas de question. Même si Nico Harrison, voilà, je pense quand même qu'il lui reste un bout de cerveau. Et si on est numéro 1, il garde le pic. On prend Cooper Flag. Et là, pour répondre à la question de Sam, voilà, la passion, elle va revenir très vite. Il n'y a pas de souci. Donc, on va plutôt parler du principe. Donc, il y a plus de 90% de chances d'arriver, qu'en gros, on ait un pic 10, 11, quelque chose comme ça. Je pense que ce qui va se passer, c'est effectivement qu'il va être tradé. Donc, peut-être pas sous forme de pic. Il va avoir le fameux moment où, en fait, le soir de la draft, le pauvre joueur, il va mettre une casquette de Dallas et en fait, il va être envoyé quelque part. Mais que nous, on va peut-être utiliser ça pour obtenir un joueur qui fit bien dans les objectifs du groupe, donc c'est-à-dire gagner en 2026 ou en 2027, ce qu'un rookie aura peut-être du mal à nous donner. Donc je pense qu'on va pas garder le pic. Et en l'état, j'ai pas été évidemment d'accord avec tout ce qui a été fait avant, mais en l'état des choses où on en est aujourd'hui, je pense que c'est effectivement peut-être pas une mauvaise idée que de trader le pic, vu les objectifs qu'on a. Vu l'effectif qu'on a, c'est-à-dire un effectif qui peut aller loin en 2026 si tout le monde est évidemment pas blessé, ça fait sens, je pense, effectivement, de le trader parce qu'un pic de 10 de draft dans une QV qui s'annonce quand même plutôt bonne, hein, cette année 2025, on n'est pas sur l'an dernier, au contraire, ça a de la valeur et ça sera très intéressant. Bon, alors on se projette un petit peu, hein, on a parlé de Gafford, qui est potentiellement un asset. On a parlé de trader le pic. Alors ça, c'est une question de Flask. Quelle serait la meilleure offre pour un package Gafford plus pic 2025 avec potentiellement un salary filler, s'il le faut? Nico, est-ce que tu as un joueur en tête là? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour ce tour de draft plus Gafford? J'ai pas de joueur en tête. Par contre, la théorie qu'il décrit là, je la vois arriver gros comme une baraque. Moi, la question, c'est juste, est-ce que c'est le pic Gafford et c'est tout, ou est-ce que c'est le pic Gafford et un joueur supplémentaire, notamment pour matcher niveau salaire. Et je vois plutôt la deuxième théorie, moi, parce que si tu veux choper du gros joueur, c'est pas juste le salaire de Gafford. Je vois bien un troisième joueur de la partie, et qui j'espère ne serait pas PJ Washington.
Ouf. Ah oui, si t'envoies PJ, on monte très fort en grade en termes de joueurs que tu reçois en retour, hein. Ah, bah parce que je me Mm. projette un peu dans ce que j'entends ici et là, et ça Ouais. part de Kevin Durant. On n'a pas Kevin Durant juste contre Gafford et un first pick. C'est un top joueur, il va falloir lâcher plus que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, un top joueur c'est bien, mais je veux pas tout lâcher non plus, tu vois, parce que alors là, on passerait du court terme au très très court terme, qui me semble pas le meilleur scénario. Bon, alors, Quentin, quelle contrepartie pour Kevin Durant? Effectivement, Kevin Durant est dans tous les rumeurs de trade. On pense qu'il va partir de Phoenix et on en parle à Dallas. Mm. C'est une question de Mm. Haroun, hein. Quelle Ouais. contrepartie on devrait envoyer pour Kevin Durant? Alors, plusieurs choses. Pour répondre directement déjà à cette question-là, je pense que la valeur de KD a quand même bien baissé. On rappelle qu'il a été tradé des Nets avec 4 first round picks, si je dis pas de conneries. À l'époque, il avait 4 ans de contrat garanti, donc c'était énorme. Et surtout, il avait 34, 35 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il doit lui rester que 1 an de contrat. Il est quand même vieux, donc la valeur a bien baissé. Je pense très honnêtement que Phoenix le lâche contre un, un jeune avec bon potentiel, plus un haut tour de draft, donc dans le, dans le dans le top 10, plus un pic protégé dans le futur. Je pense que la contrepartie est pas si énorme que ça, parce qu'on parle que de 1 an de contrat et qu'on parle d'un Kevin Durant qui est quand même bien âgé. Et de plus, c'est sûr qu'ils veulent s'en séparer, lui a envie de partir, etc. Donc je pense que la contrepartie est pas si élevée que ça. Deuxième point, je rappelle que ça semble vraiment pour moi relever de l'impossible d'arriver à faire rentrer dans un effectif les contrats de Durant, Irving et AD. Je crois qu'il faudrait que je regarde, mais on est à plus de 140 millions, donc tu arrives à un niveau de casse-tête pour monter une équipe qui, mais enfin, je pense qu'on se rend pas compte, hein. Donc, je n'y crois honnêtement pas parce que juste d'un point de vue faisabilité, c'est trop compliqué de faire venir Kevin Durant. Euh, et du coup, plus pour répondre à la première question là sur des joueurs qui pourraient éventuellement venir, euh, c'est j'ai pas aussi trop d'idées. Je sais pas à quel point alors Jalen Johnson, par exemple, tu vois, d'Atlanta, ça pourrait être intéressant. Moi, j'aurais bien aimé qu'un Derrick Jones Jr. puisse être là. Tu sais, je pense qu'ils peuvent jouer en même temps PJ Washington et Derrick Jones, mais bon, maintenant que PJ va jouer poste 3, en fait, c'est plus vraiment un poste 2 qu'il nous faudrait. Euh, donc, je sais pas, Keegan Murray de Sacramento, ça peut être intéressant aussi. Mais j'avoue que j'ai du mal à trouver aussi un nom vraiment où tu dis, ouais, bah lui, ça pourrait le faire, tu vois. Euh, donc voilà, globalement, mais je pense en tout cas que Kevin Durant, c'est vraiment la fausse bonne idée par excellence. On est déjà sur du court terme, comme tu dis, Nico, donc évitons d'aller dans de l'ultra court terme et surtout de se mettre dans une pagaille d'un point de vue salaire qui serait trop compliqué à gérer. Ouais, et puis le marché des free agents cet été, il n'y a pas non plus des millions de joueurs, hein. Il n'y a pas des millions de joueurs, et puis on sait très bien que Dallas, c'est pas la première destination choisie par les free agents. Donc, faut pas trop être Mais, obnubilé par la free agency. Imaginez qu'il y a Zoro qui va débarquer à Dallas pour aider tout le monde. Enfin, je crois que le premier joueur qui est free agent, c'est les LeBron James, si je dis pas de bêtises. Je le vois pas trop venir à Dallas. hum, James Harden aussi. Enfin, ça me semble difficile la free agency. Je pense qu'on sera et plutôt sur une logique de trade, hein. de toute façon, c'est même impossible. On pourra juste signer un jour avec une mid-level exception et elle sera, vu qu'on va être au-delà, je pense, de la fameuse luxury tax, là, on va avoir juste une petite mid-level exception, donc c'est-à-dire du 7 millions, 6-7 millions de la saison. Donc voilà, juste de penser à la free agency, on va pouvoir faire venir au maximum qu'un mec qui est payé 7 millions la saison, hein, pas plus. Donc faut avoir aucune idée sur les joueurs de la free agency. Ça va passer par des trades forcément. Sign and trade peut-être, mais trade forcément si on veut faire venir des joueurs, des vrais joueurs, j'ai envie de dire, qui impactent l'équipe. Bah, du coup, là, les gars, vous avez répondu à la question de X-Square, une deuxième question hein, de X-Square, qui était quel est l'agent libre idéal pour les Mavs? En gros, vous n'avez pas vraiment. Enfin, on en a un peu un peu répondu à cette question l'émission précédente, mais là, vu le salary cap, on peut pas targeter un bon agent libre. Non, Le c'est comme meilleur, très bien dit Quentin, je pense que c'est un scénario de trade ou c'est un trade. C'est le scénario qui va se projeter. D'accord. Et après, l'agent libre idéal, c'est toujours pareil, c'est l'équilibre entre combien ça te coûte et ce que tu lâches. C'est toujours cet équilibre. Évidemment, tu as envie de prendre plein de joueurs, mais pour les récupérer, tu vas lâcher des assets. Donc, c'est ce que tu es prêt à lâcher en termes d'assets versus ce que tu vas récupérer.
C'est ça. Voilà, je pense que Kyrie Irving sera free agent. Donc, on va gérer notre free agent à nous. Et j'ai envie de dire que c'est un peu con, mais le free agent idéal, ce sera de récupérer Kyrie Irving, ce sera déjà pas mal. Et après, bon, on verra. S'il y a en tout cas un free agent, ça passera par un sign and trade dans tous les cas. Euh, et, euh, et ouais, je sais pas. En tout cas, pour pas donner un nom, mais un profil, bah, ça serait logiquement pour moi un joueur qui puisse partager la main avec Kyrie Irving. Idéalement, un joueur plus grand. Donc bon, j'ai l'impression on est parti pour décrire Luka Doncic, mais en tout cas, voilà, parce que Kyrie est quand même petit. Donc, ce serait compliqué d'avoir deux joueurs. Enfin, il faut pas qu'on ait deux joueurs de moins d'un mètre 90. Ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied défensivement. Donc, on a besoin d'un joueur un peu plus grand. Et qui puisse être compatible avec Kyrie Irving, ce qui est pas compliqué. Kyrie est un des joueurs les plus compatibles de la ligue. Donc voilà, en tout cas pour moi, mon profil de free agent idéal. Faut surtout pas aller chercher un poste 4 ou 5. Voilà. Bah, S'il n'y a pas embouteillage. notre auditeur Balta, lui, il a l'air plutôt sûr que un certain Dennis Schroeder viendrait au Mavs. Il nous demande, vous pensez quoi de notre nouveau meneur titulaire, Dennis Schroeder? Il est en turfu, notre ami là. Il a dû anticiper l'arrivée de Schroeder. Honnêtement, c'est typiquement le genre de pari qui semble financièrement pas complètement fou et qui correspond aux besoins des Mavs. Donc c'est une option. Après, si tu te creuses un peu la tête et tu penses un peu à des joueurs de toute façon qui sont un peu tricards dans leur équipe, qui jouent pas beaucoup ou qui pour plein de raisons ont intérêt à se barrer et qui sont pas dans des montants de salaire complètement fous, il y en a en fait. Hein. Il y en a pas des millions, mais il y en a. Je voyais un peu les Rockets là qui sont quand même la deuxième place de l'Ouest. J'ose même pas reprendre nos pronostics de début d'année. Un mec comme Rich Shepard, je voyais, il explose tout en G-League, à très peu de temps en NBA, c'est quand même un sacré talent. C'est typiquement ce genre de joueur, tu vois, des paris de mecs qui sont pas complètement prêts, et tu te dis, est-ce que c'est le type de pari qu'on veut prendre? Alors, je pense pas que ce soit exactement ce qu'il nous faut en termes de profil, mais des jeunes talentueux, ça peut être intéressant. Pour reprendre juste en 10 secondes ce qu'on a dit dans le précédent podcast, pour moi, Dennis Schroeder, ce sera pas possible parce que Dennis Schroeder a manqué des opportunités financières dans sa carrière NBA, le fameux contrat avec les Lakers. Donc, il va chercher de l'argent à tout prix, quitte à aller dans je pense, c'est mon avis, dans une franchise sportivement mauvaise. Là où, par contre, on avait pris l'exemple la dernière fois de Malcolm Brogdon, qui est vraiment sur la fin, mais qui peut apporter encore, je pense. Brogdon, lui, qui a déjà eu beaucoup d'argent, enfin plus en tout cas en carrière, qu'un Schroeder, serait plus apte à rejoindre un projet sportif cohérent, qui est gagnant, qu'un Schroeder. Donc, je vais peut-être me tromper, mais j'y crois pas trop à la piste Schroeder qui, je pense, va plus aller chercher les millions. Et comme on l'a dit, au maximum, on pourrait lui proposer qu'une mid-level exception. Et bon, peut-être qu'il acceptera une mid-level exception complète de notre part à 7 millions la saison. Peut-être que ça lui suffira. Mais sur le papier, c'est vrai que c'est pas déconnant. Un Dennis Schroeder, je suis d'accord. Après, honnêtement, je pense que ça va pas se bousculer pour Dennis Schroeder. Hein. Enfin, il entrerait dans sa 10e équipe NBA différente. Il a un peu fait le tour des propriétaires là. Je pense pas que ça va se bousculer. Je me trompe peut-être, mais vous êtes pas ma seconde théorie, la piste Rich Shepard, ça vous intéresse pas? Je connais pas assez le joueur pour te répondre, honnêtement. Mais Rich Shepard, c'est quoi? C'est une 3e année, non? C'est un jeune, hein? Ah non, c'est un rookie. C'est un rookie. T'es drafté au 3e choix de la dernière draft par les Rockets et il joue jamais. Donc parce que l'ami Ime Udoka aime la défense serrée et clairement c'est pas du tout son profil. Donc ouais, c'est toujours compliqué en général. Des rookies, ouais, ça bouge pas à l'année 1. Donc bon, je vois pas trop les Rockets le lâcher. Honnêtement, je connais pas assez le joueur pour te répondre après, là-dessus. Mais bon, mettre l'avenir, enfin pas notre avenir, mais aller chercher un joueur sans expérience, ça me semble compliqué. En tout cas, je pense qu'il y a des équipes qui sont avec des larges rotations et je trouve que les Rockets c'est quand même pas mal ça. Il y a un moment, ils vont faire des choix, eux, dans leur rotation. Ils peuvent pas non plus garder, et ça va se voir en playoff aussi, une rotation avec 9-10 joueurs. Ils vont être obligés de faire des choix. Donc, est-ce que c'est pas une opportunité, justement, de récupérer des joueurs? Parce qu'ils savent, en fait, que l'année prochaine, ils vont pas beaucoup jouer. Voilà. Réflexion. Possible. Mais je pense, ouais, sa cote doit être assez basse. Alors, s'il joue pas, et peut-être que il voudrait peut-être que sa cote augmente, sa valeur marchande augmente un peu, peut-être avant de le traîner. Bon, allez les gars, on va parler un petit peu de l'avenir des Mavericks. On a eu quelques questions sur ce sujet.
Alors, je vais essayer de grouper deux questions en une. Une question d'Abidou qui nous demande quelles sont les perspectives d'avenir de la franchise. Donc ça, c'est une question un peu générale. Et dans cette question, j'aimerais que vous répondiez aussi à celle de X-Square qui nous demande « Faut-il tout détruire ?» Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut essayer de répondre à cette question. Nico. Il faut détruire X-Square. Non, mais c'est quoi ces questions, Thomas, là? Il a pété un câble. Non, mais en vrai, je comprends. Il faut détruire. En plus, je connais son opinion sur la question. Mais lui, c'est Nico Harrison qui veut détruire. Mais pour répondre un peu plus sérieusement, ça sera très personnel, je pense, en fonction des personnes. On peut pas tout détruire maintenant, parce que maintenant qu'on est embarqué de toute façon dans ce chemin où c'est vrai que c'est pas nous qui avons choisi, c'est Nico Harrison qui a choisi, on y est, autant y aller. Par contre, à un moment, effectivement, si les choses fonctionnent pas, et ça arrivera relativement rapidement, il faudra détruire pour mieux renaître, pour faire enclencher une reconstruction, quoi. Mais maintenant qu'on y est, au moins les 2 prochaines saisons, on est dans cette direction, autant y aller, quoi. Si on prend la théorie Quentin, qui est on va aligner le contrat de Kyrie Irving et celui de Anthony Davis, qui fait complètement sens, la réponse, elle est dans ces années de contrat. On est sur ce cycle court, donc maintenant on va aller au bout de la machine. Une fois que Kyrie revient, voilà, on va voir un peu ce qu'on peut donner comme équipe, le niveau un peu de victoire qu'on peut avoir, mais on n'est pas... on doit aller au bout de la logique. D'accord, donc les perspectives d'avenir de la franchise, donc à très court terme, gagner le titre. À moyen terme, ce serait reconstruction, ou est-ce que vous voyez un moyen terme dans cette équipe? Alors, on va se détendre un peu parce que déjà on fait même pas les playoffs en fait a priori, donc déjà on va essayer de gagner des matchs l'année prochaine, on va essayer d'aller aux playoffs et puis après on verra et on va récupérer Kyrie Irving et on voit où est-ce que ça nous mène. Donc pour moi les perspectives elles sont sur des perspectives sur 2 ans, 3 ans grand maximum et après on verra où ça nous amène. Et après on va probablement faire un virage. En fait, c'est ça, par rapport au moyen terme, il faut bien se souvenir que là, nos pics de draft, on les a pas tous du tout. On envoie déjà un 2027 à Charlotte. On envoie le 2029 à Brooklyn dans le cadre du trade de Kyrie Irving. Et ne pas oublier qu'en 2030, on a un swap avec les Spurs. Et bon, connaissant Victor Wembanyama, je pense qu'en 2030, les Spurs seront très bons. Donc, il y a de fortes chances que qu'on soit derrière eux au classement, donc on leur envoie aussi leur pic. Donc, on récupérera le leur, mais ça sera un pic de fin de draft. Donc, désolé d'être négatif, mais les perspectives moyen terme de la franchise avec un Kyrie vieillissant et un AD vieillissant, je les trouve pas ouf. Mais bon, ça, on a déjà eu beaucoup de redites sur les conséquences du trade. Donc, concentrons-nous sur 2025, 2026, 2027. Et ne tradons pas, si possible, les pics de 2031 et celui de 2028. Faudrait pas. Enfin bref, faut pas faire de conneries parce que sinon, ça serait vraiment très très compliqué en cas de dysfonctionnement. Il faut surtout pas vivre ce que les Brooklyn Nets ont vécu, c'est-à-dire tout bazarder, faire un all-in qui ne fonctionne pas, et ensuite pendant plusieurs années rester au fond de la conférence, envoyer des joueurs comme Jaylen Brown ou Jason Tatum à une équipe déjà très forte, les Celtics. Voilà, ne soyons pas les Nets des années fin des années 2020. Voilà, mais donc pas ouf pour moi les perspectives moyen long terme. Bon alors juste pour la saison prochaine, j'aimerais qu'on en parle. Onyx il nous demande. Cette saison actuelle, on a eu des next man up, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de role-players qui ont eu du temps de jeu, qui ont pris confiance. Est-ce que c'est pas un bon point pour la saison à venir? Je pense à Najee Marshall, je pense à peut-être les Brandon Williams, des joueurs comme ça qui n'allaient peut-être pas jouer, mais qui ont vraiment pris confiance. Est-ce que ça peut être du positif pour la saison prochaine? J'aime bien Onyx, moi. Déjà, j'aime bien parce que le nom, c'est un de mes groupes d'adolescence préférés. Donc, déjà, t'as choisi un bon prénom et enfin un bon pseudo. Et j'aime bien aussi parce que il y a un caractère positif derrière aussi. Et je suis d'accord avec cette théorie de ça a mis en valeur des joueurs. Là, on le voit bien avec Najee Marshall, qui a encore été incroyable contre les Knicks. Je dirais pas qu'il a tenu la baraque, mais je sais plus comment il a fini, il a 36, 37, 38. Enfin, il était avec un niveau de réussite et une présence des deux côtés du terrain super intéressante. Donc ouais, si on est positif, je pense que ça a mis en valeur certains joueurs.
qui ont surperformé ou en tout cas performé à des niveaux qu'on n'attendait pas forcément et qui du coup, dans ces situations, on a envie de dire, t'as pris confiance, t'as montré que t'avais du level et tu vas pouvoir arriver à un niveau supérieur. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère dans le caractère catastrophique de cette saison. Il y a eu quand même des éclaircies et des joueurs qui se sont révélés. Donc, hâte de voir si du coup ils vont continuer et élever encore leur performance pour l'année prochaine. Najee Marshall contre New York, 38 points, 17 sur 25 au tir. Il a été plutôt excellent. Et puis, je cite aussi Brandon Williams, 22 points encore une fois, 7 sur 11. Deux joueurs qui ont vraiment performé. C'est pas que contre les Knicks, ça fait plusieurs matchs qu'ils ont été bons. Les deux là sur les 5-6 derniers matchs là, clairement, pour moi c'est le poumon des Mavs. Dans ce qui reste là un peu de joueurs sur le terrain, je trouve vraiment que c'est les deux joueurs les plus intéressants qui sont détachés. Donc c'est à confirmer évidemment, mais c'est plaisant de les voir du coup step up un peu, comme ce qu'on a vu ces dernières semaines. Juste par rapport à la question qui a été posée, donc moi j'apprends que Onyx était le nom d'un groupe de rock. Je pense, et du coup je te pose une question, Onyx, réponds-nous quelque part sur Twitter ou sur YouTube. Je pense que tu es plutôt de ma génération et que Onyx c'est plutôt le Pokémon giga stylé, que ton pseudo vient de là, parce que c'est avec un I que c'est écrit, et Onyx avec un I, il me semble que c'est le Pokémon, et pas le groupe de musique. Donc dis-nous si c'était le groupe de musique ou pour le Pokémon l'origine du pseudo. En tout cas, oui, d'accord avec tout ce que tu as dit, Nico. Et moi aussi, le Next Man Up, pour moi, il y a un mec qui est passé de role player à plus que ça. On a déjà parlé plein de fois, c'est PJ Washington. Cette saison lui a fait beaucoup de bien. Donc oui, globalement, c'est un très bon point pour la saison à venir. Les équipes qui vont loin, c'est des équipes, de toute façon, qui ont plein de joueurs qui peuvent sortir un peu du banc de nulle part et te faire une très belle performance, comme on l'a vu avec les Celtics l'an dernier, où qui avait à chaque fois de sortie du banc, t'avais toujours des mecs super intéressants. Donc oui, ce point de vue-là ne pourrait être que bénéfique pour la saison à venir. Oui, Onyx lâche tes Pokémon. Fais-moi plaisir, ne sois pas dans l'hypothèse de Quentin. J'espère que c'est pas le cas. Et Onyx, c'est aussi un groupe de rap. Vous savez, le point commun il y a plusieurs points communs entre Najee Marshall et Brandon Williams. Un des points communs qui me fait être optimiste pour l'année prochaine. Un de leurs points communs, c'est que c'est deux joueurs non draftés. Donc ça veut aussi dire, on s'excite sur la draft, les picks, on va choisir haut et compagnie. Bon, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Il y a aussi plein de joueurs du coup qui ont des carrières parallèles et qui prennent d'autres chemins et qui du coup se révèlent un peu plus tard que prévu. Alors vite fait, les gars, mais une question de Nico, pas notre Nico, c'est pas une question non plus de Nico Harrison, mais quelles sont les raisons qui nous permettent de rester positifs quant à l'avenir des Mavs en 2026-2027? Il parle de 2026-2027, donc ouais, là il parle de moyen terme encore une fois. Ouais. Quentin, vite fait là. Ouais, très vite. Non, mais très vite fait, c'est que de toute façon, on va dire la plupart des joueurs devraient rester sous contrat dans comment dire, la logique voudrait qu'on prolonge Kyrie Irving. Donc en 2026-2027, tu auras AD et Kyrie qui seront là. L'épineuse question, ça sera la prolongation de PJ Washington. Ça sera notre casse-tête à l'été 2026 parce que lui, il va pouvoir signer un bon contrat bien gras. Aujourd'hui, il est que à 15 millions la saison. Avec ce qu'il propose là, s'il arrive à continuer à le proposer alors que Luka Doncic n'est plus là, et j'ai pas trop de doute là-dessus, là, lui, il va signer un bon contrat juteux. Donc, voilà, les raisons de rester positif, c'est AD et Kyrie, plus Lively qui seront encore là. Lively, Kyrie et AD. Ouais, putain, ça fait beaucoup de I, excusez-moi. Mais bon casse-tête à venir l'été prochain pour Daniel Gafford et PJ Washington qui seront free agents. Ça peut être des raisons pour ne pas rester positif. Donc désolé, je réponds à l'inverse de ta question. Ouais, et puis une dernière là, pour la saison 2025-2026, Jinko Sama 971, il nous demande si les Mavs vont aller en finale NBA la saison prochaine. Alors, je sens que vous allez rigoler, on fait même pas les playoffs cette année, mais il y a German Beer 41 qui nous dit que la prophétie dit qu'on s'améliore tous les 2 ans. Donc, vu que l'année dernière, on était en finale NBA, il n'y a pas de raison qu'on n'y retourne pas l'année prochaine. Nico, est-ce que tu y crois ? Je dirais que j'aime bien la question parce que c'est le cycle des Mavs. C'est le cycle des Mavs ces dernières années. C'est une saison catastrophique suivie d'une saison pleine de miracles. Donc, j'ai l'impression qu'on a bien vécu la catastrophe là après avoir fait une très belle saison l'année précédente.
Eh ben écoute, on va bien remonter l'année prochaine, on va être positif. Bon, au final, NBA, il s'emballe un peu maintenant, mais dans l'idée, le cycle voudrait ça. En fait, aller en finale NBA, je pense que c'est pas déconnant dans le sens où on a vu que, on sait qu'on a une équipe qui est capable de très grandes choses, et par très grandes choses, je prends l'exemple très factuel, c'est-à-dire battre le Thunder, qui est de loin la meilleure équipe de l'Ouest. On les a battus 3 fois cette saison. Donc, ok, c'est que la saison régulière, mais on les a battus en playoff, c'est la série de il y a un an, où Luka était pas ouf. On les a battus 3 fois cette saison, où Luka n'était pas là. On a une équipe qui peut battre la meilleure équipe de la ligue slash de l'Ouest. Donc ça me fait juste dire que oui, on peut aller en finale NBA l'an prochain avec évidemment un effectif qui est au complet. Ce qui va être intéressant, c'est plus de voir d'autres franchises comme les Nuggets ou les Lakers. Si ces franchises-là aussi, on peut les battre. Je pense que oui, et qu'on a un effectif qui peut aller en finale NBA dès l'an prochain, pour répondre très factuellement à la saison. Et je pense que même si là, effectivement, on ne fait pas les playoffs, la plupart des gens et des fans de basket savent que au complet, cette équipe des Mavs est quand même très dangereuse, a une armada vraiment solide. Juste, on sait tous que c'est le temps notre pire ennemi, parce que c'est pas non plus une équipe très jeune, ou des contrats aussi qui vont poser problème par rapport à l'argent. Il y a le temps, mais il y a aussi la fragilité globalement de nos joueurs en fait. Je pense que c'est ces deux aspects-là. C'est associé parce qu'ils deviennent plus vieux, mais c'est aussi leur fragilité. Mm. Donc grande interrogation. Et salutations à la Guadeloupe. Je pense que le 971, il est pas. J'imagine que c'est pas random. J'imagine qu'il y a un sens derrière. Donc ça aussi, c'est un nom de Pokémon que je connais pas. Bon, on a eu pas mal de questions aussi sur Nico Harrison et sur les nouveaux propriétaires des Mavericks. Donc on va essayer de faire un petit groupement de ces questions. Mais allez, on commence avec Luca Was Ours, et qui pose la question, je pense, à Quentin. Qui c'est qui t'a trahi le plus, je pense Mark Cuban ou Nico Harrison? Non, pardon, c'est une private joke, enfin pas si private que ça. Mark S, c'est un personnage de l'excellente série Severance, actuellement diffusée sur Apple TV. Regardez-la si vous pouvez, elle est exceptionnelle. Je ne peux pas répondre à cette question car ça spoilerait, je ne veux pas. Je peux pas rentrer dans les détails, mais sans l'ombre d'un doute, Nico Harrison, 1000 fois. Moi, je suis team Mark S, mais bon, ça, c'est que pour les fans de Severance, vous comprendrez. Sinon, regardez cette série, elle est exceptionnelle. Bon, vous avez compris, je ne suis pas un fan de Severance, donc on va passer à la question d'après. Est-ce que vous croyez encore au projet de Nico Harrison, ou est-ce que vous attendez qu'il saute? Alors, Nico. Qui a posé la question? Kenny a posé la question. Salutations, Kenny, un des plus anciens followers en plus du compte, excuse-moi Nico, de Twitter, etc. Donc on se connaît aussi très bien. Donc salutations à toi et merci de nous écouter. C'est pas Kenny Anderson alors, du coup, qui a posé la question. Bon, c'est pas ce meneur-là qui nous aurait fait du bien. Écoute, on a répondu à la question, je pense, honnêtement. On va attendre 2 ans puis on verra ce qui se passe. Il va pas sauter de toute façon, Nico Harrison. C'est une certitude qu'il va pas sauter maintenant. Donc on va aller au bout du cycle. Et on va aller au bout des 2 ans, voir ce que ça. Okay. Kenny, il nous demande aussi si on croit aux rumeurs que les proprios ont envie d'envoyer la franchise, de casser la franchise, pardon, pour faire pression et créer leur casino. Ça aussi, on en a parlé l'émission précédente, mais vite fait, Nico, il y a eu des évolutions sur ce point. A priori, les Mavs vont rester dans la région de Dallas. Et a priori, leur casino, ça a l'air un peu mal barré. Et a priori, ils vont juste se focaliser sur une nouvelle salle et peut-être un hôtel, mais pas de casino. Qui veulent faire pression. Ouais, exactement. Qui veulent faire pression, en fait, pour essayer de faire en sorte que les jeux d'argent type casino soient légaux au Texas. Je l'entends bien, de toute façon ils l'ont dit explicitement, j'invente rien, c'est même pas Madame Irma c'est dit explicitement, sans se cacher. Après, la théorie dont on va péter la franchise et pour mieux la déplacer sans douleur, j'y crois pas du tout à ça. Je pense qu'effectivement il y a une question de comment on va faire plus d'argent avec les Dallas Mavericks, ça c'est une certitude. Mais la déplacer, je crois pas du tout. Enfin, j'y crois plus, pardon. J'ai un moment dans le moment quand on a traversé le long tunnel noir là des plusieurs semaines, Luca, où toutes les théories étaient possibles et imaginables. Là maintenant, avec un peu de recul, j'y crois. A priori, ils veulent.
Je me rappelle aussi, j'étais en pleine nuit et j'ai appris le trade de Luka Doncic. Donc maintenant, je sais plus. A priori, Plus ils de limite veulent la situation. créer une nouvelle salle, ils veulent construire une nouvelle salle, mais on parle de 2031-2032, la saison. Donc, on a encore un petit peu de temps de voir venir. J'y crois pas, effectivement. Enfin, je pense pas que ça va se passer, que la franchise va se faire délocaliser. Par contre, honnêtement, je crois que nos propriétaires, ça les dérangerait pas que la franchise, parce que c'est ça la question de base. C'est est-ce que vous croyez que les propriétaires, ils ont envie que la franchise soit délocalisée? Honnêtement, je sais pas s'ils ont envie, mais je pense que ça leur ferait pas grand chose. Et on a vu qu'ils ont pas beaucoup d'attaches avec le basketball ni avec la région de Dallas. Ils cherchent à rentabiliser le produit d'une manière très, très pragmatique. Donc, honnêtement, ouais, je pense que ils aimeraient que la franchise puisse être délocalisée à Vegas. Ça n'arrivera pas, mais je pense qu'ils aimeraient bien. Bon, allez, deux petites questions là sur Nico Harrison. Jinko Sama 971 qui nous demande si Nico Harrison aurait tradé Dirk dans la saison 2006-2007. Quentin. Oui, il aurait pu. Non, mais de manière très, très, très sérieuse, hein, quand on voit ce qui s'est passé avec Luka Doncic, je pense que ça aurait pu s'appliquer à Dirk Nowitzki, où il y avait, même un peu plus tard que 2006-2007 quand même, mais où il y avait beaucoup de questions sur est-ce que Dirk peut vraiment gagner, est-ce qu'il peut vraiment emmener une franchise loin. Et à la fin des années 2000, honnêtement, Dirk faisait un peu partie de ces joueurs où on se dit il gagnera jamais de bague, il pourra jamais franchir, aller au next step, etc. Je pense, toi, très honnêtement, que Nico Harrison aurait tradé Dirk à ce moment-là, hein. Donc il a choisi 2006-2007 parce que c'est quand il gagne le titre de MVP. Mais oui, je pense qu'il aurait pu le trader parce que Luka Doncic jouait à un niveau MVP l'an dernier. Ouais, et est-ce que Nico Harrison est capable de gagner une partie d'échecs contre une huître, Nico? Balèze les huîtres. En gros, Faut pas sous-estimer le pouvoir de l'huître. Écoute, je sens un certain ressenti envers Nico Harrison au travers de cette question. Non, mais Nico Harrison, on l'a encensé pendant pas mal d'épisodes. Bon, il y a eu ce trade de Luka, bien sûr, mais c'est pas, il est bon en général en termes de trade, d'aller chercher des joueurs. On l'a vu plein de fois avant, donc il est pas si bête. Je pense qu'il a. Ouais. C'est un métier à risque, le métier qu'il a là. C'est un métier à grand risque. Je pense juste que là, le gros truc, c'est plus de l'ego. Enfin, moi, c'est ma théorie maintenant, après avoir pas digéré, mais c'est plus la théorie de l'ego fait il a raté une marche là, même plusieurs marches. Il est même tombé d'escalier à mon avis là. Mais pour moi, enfin, c'est pas un mec qui connaît rien au basket. Ce serait vraiment ridicule de dire ça en fait. Il a montré par le passé jusqu'à ce trade là que il connaissait quand même quelques trucs. Il a fait un paquet de bons moves. Hein. Bon, allez, Jinko Sama 971 qui nous demande si une part de nous est fan des Lakers ou juste de Luka. Alors moi, je vais dire pour ma part que j'étais un grand fan de Luka. Je pense que c'est peut-être mon deuxième joueur préféré de l'histoire. Je ne vais pas dire qui est mon préféré, parce que vous allez deviner mon âge si je vous le dis. Mais j'ai beaucoup de mal à regarder les highlights ou regarder les matchs des Lakers. Honnêtement, voir Luka en jaune jouer comme ça me fait mal. Et du coup, je ne regarde même pas les highlights de Luka. Donc, je sais même pas si je suis un fan de Luka du coup depuis le trade. Mais Quentin, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est juste un indice pour ceux qui nous écoutent. Barnes a un maillot de Bill Russell, tu vois, sans révéler son âge. Ah oui. Fan des Lakers, 0. Fan de Luka, je pense pas que je suis un fan de Luka. Pareil, je regarde pas les highlights. Par contre, c'est quelqu'un que j'adore et que je lui souhaite vraiment le meilleur. Donc, pendant les playoffs, j'espère honnêtement que les Lakers vont pouvoir aller loin et qu'il va pouvoir. Enfin, il mérite en tout cas de goûter au bonheur, etc. Juste, honnêtement, ça me fait chier que ce soit les Lakers, quoi. Si Luka gagne, ça implique le fait que les Lakers gagnent une 18e bague, que leur fanbase, ils vont encore se la racler, etc., machin. Et ça me fait mal, mais honnêtement, j'ai vraiment envie qu'il arrive des bonnes choses à Luka dans sa carrière. Mais comme t'as dit, Barn, j'arrive pas à regarder ces highlights. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Tous les gens qui étaient fans de Dallas avant d'être fans de Luka ont du mal à regarder les highlights. Donc voilà, pour répondre à la question. Les Lakers, quoi. C'est vraiment. Moi, j'aime les underdogs et j'aime pas les équipes de premier plan comme ça. J'avoue que Lakers ou Celtics, ça me donne de l'urticaire. Donc, vraiment, ça me fait bien chier qu'ils soient là aux Lakers, pour le coup, comme toi. Bon, allez, Alexis qui nous demande, en espérant que les Mavs vont rater le play-in,
y a-t-il une équipe qui vous intrigue ou que vous avez envie d'aller voir aller loin? Je pense que je connais la réponse de Nico. Je ne connais pas celle de Quentin, mais je vais commencer par Nico pendant que Quentin réfléchit. Bah oui, il y a plein d'équipes que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que tu pensais à mes New York Knicks, là, c'est pour ça que tu me dis ça. Qui font une saison qui est pas dégueulasse, même si je pense qu'il y a un vrai plafond de verre. Mais il y a plein d'équipes qui m'intriguent cette année. Et c'est pour ça que je dis, moi, la passion, tu vois, j'ai quand même pas disparu parce qu'il y a tellement d'équipes et tellement un intérêt de l'NBA. Il y a tellement de choses à suivre cette année. C'est tellement intéressant que moi, je suis curieux, pour donner en plus des Knicks, très curieux de voir le plafond des Rockets. Très curieux de voir ce que ça va donner, en playoff. Ils sont deuxième à l'Ouest, j'avoue qu'on était loin de l'imaginer. Et je trouve que Ime Udoka fait un super boulot et j'aime bien l'identité de l'équipe. Je vous rassure, je vais pas changer de crèmerie, mais je suis impressionné par ce qu'ils ont réussi à monter en relativement peu de temps et à donner une identité forte à une équipe avec beaucoup de jeunes talents. Et toi, Quentin, est-ce que tu as une équipe que tu vas suivre pendant les playoffs? Ouais, j'ai deux équipes qui m'intriguent. Une, et j'ai envie qu'elles aillent loin. Une dans laquelle j'y crois pas, c'est les Warriors, mais ça m'intrigue beaucoup et j'aimerais vraiment qu'ils puissent faire quelque chose en playoff. L'association là des vétérans Butler, Green, Curry, ça me plaît vraiment, mais j'y crois pas que ça va marcher. J'espère me tromper. Et une autre équipe qui m'intrigue beaucoup et je pense qu'ils peuvent faire un gros coup comme ce qu'ils ont fait l'an dernier. On a tendance à les oublier totalement, mais ça représente bien cet état des États-Unis, c'est les Indiana Pacers, qu'on oublie tout le temps. Il y a aussi notre ancien coach, Rick Carlisle, dedans. Donc évidemment, les Knicks, ça va les suivre pour Jalen Brunson, mais à l'Est, je pense que ça va vraiment être les Pacers, l'équipe que je vais supporter. Et j'espère qu'ils vont aller loin. On oublie que c'est mine de rien l'équipe qui a le plus gêné les Celtics l'an dernier, alors qu'ils avaient beaucoup d'absents, de blessés, etc. Donc, ouais, les Pacers pour moi. Ok, allez, deux questions pour toi, Quentin. Elles viennent de François Goduf. La première, c'est quel classic game des Mavs faut-il regarder si on a un enfant qui nous empêche de dormir les nuits? Allez, un match. Alors, je commence par saluer François, qui est une personne que nous connaissons bien avec Nicolas. Un match classique des Mavs, Game 2, Dallas-Miami 2011, des finales NBA évidemment, ou Game 7 entre les Spurs et les Mavs aux demi-finales de 2006, qui est, je pense, reconnu comme étant genre le match le plus intense en termes de niveau. Enfin, la série de playoffs une des plus intenses du 21e siècle. Cette demi-finale de conf entre Spurs et Mavericks, ça avait vraiment du top niveau. Et Dirk Nowitzki, énormément clutch. Donc ouais, je dirais ces deux matchs-là pour être dans du très classique. Ok. Et deuxième, Nico, t'avais un match ou pas que tu voulais citer, ou je passe à la prochaine question? Oh, suivante. Alors, elle est aussi pour Quentin, parce que c'est toi le pro des maillots, mais quel maillot des Mavs faut-il acheter pour briller sur la plage cet été? Le 70 de Rodman ou le dernier Luka avant le trade, ou un autre? Ouais, ni l'un ni l'autre, je pense. Là, faut pas. Rodman, ça va pas briller cet été. Il faut prendre celui des Bulls. Non, bon après les maillots, c'est très personnel. Juste, je pense qu'honnêtement, un Irving aujourd'hui, ça en jette pas mal, honnêtement. Si on peut aller dans le classique du Nowitzki, je pense que ouais, aujourd'hui un Kyrie Irving Dallas, c'est peut-être ce qui en jette le plus pour l'été 2025. Mais attention, il risque d'être tradé bientôt, donc faut pas trop s'attacher au maillot. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Après, je pense qu'il y a un stock de maillots de Luka Doncic là. Un, ils sont en promotion. Deux, ils en ont un sacré stock à vider là. Donc c'est le moment aussi économiquement, si t'es un peu serré là. Ouais. Je pense que tu peux faire une bonne affaire en prenant un maillot de Luka. Et en plus, t'envoies un message à la franchise disant j'ai pas envie d'acheter un autre maillot que celui de Papa Luka. Allez, et les gars, j'ai une dernière question et celle-là, elle est pour Nico. Elle vient de Pierrick Moine qui nous demande si au max, en invité spécial du podcast, ça serait faisable. Alors, je vais vous raconter un truc. Ça fait à peu près depuis le premier épisode qu'on cherche à faire une interview de Omax Prosper.
Et toutes les 15 jours, je relance nos amis attachés de presse des Dallas Mavericks en leur rappelant hey, on a toujours envie de parler de Max. Et on est passé par toutes les étapes. Donc il est blessé, il joue pas, après il joue. Je me suis dit qu'on va réussir à l'avoir. Donc je pense que ce serait plus simple d'aller m'occuper de la Banque de France, d'aller dévaliser tout, que d'avoir une interview de Max Prosper. Donc si vous connaissez Max, je sais pas, faites un truc pour nous, mais on a juste envie de parler un peu avec lui, de partager notre passion et qu'il nous raconte un peu son histoire. Non, mais pour nous aider à faire venir Max, vous pouvez liker l'émission, commenter l'émission, vous abonner. Tout ça, ça aide finalement à rendre de la visibilité à notre podcast et ça va inciter la direction des Mavericks de nous accorder un interview avec Max Prosper. Donc, aidez-nous à obtenir cette interview. Les gars, on a revu toutes les questions. Je crois qu'on en a pas raté une. J'espère que je me suis pas trompé sur. D'habitude, je me trompe sur l'identité des auditeurs qui nous envoient les questions. Donc, j'espère que cette fois-ci, on s'est pas trompé. Et en tout cas, je voudrais remercier tout le monde qui a envoyé des questions. C'était vraiment bien. Regardez, 1h10 là, on a fait une émission. On va aller regarder le match là de Orlando. Je vais regarder en direct là quelle est la situation. Et puis, on va se reparler la semaine prochaine. Kai Jones démarre très bien. Hein. Je jetais un œil à un moment sur le match. Il était profond de premier carton. Il était déjà avec ses 5 rebonds. Il y a une minute, c'est tombé qui s'est blessé et qui ne revient pas dans le match. Donc, pour Kai Jones. Donc, à l'image de notre saison, vraiment, j'ai tombé il y a une minute qui ne reviendra pas dans le match parce qu'il est blessé. Et Heidi fait un match pourri. Enfin, c'est la moitié du deuxième carton. On parle. On va voir ce que ça donne. Ok. L'année prochaine. Ouais, allez, les gars, merci beaucoup. À la prochaine. Allez, merci tout le monde. Allez, salut.